Eh bien, salut à tous, c'est Graven pour ce 9e épisode sur l'apprentissage du langage Python. Dans la 8e partie, nous avions vu la notion d'héritage qui nous permettait de regrouper les différents points communs propres à nos différentes classes en une superclasse. Aujourd'hui, je vous propose d'attaquer une toute nouvelle notion qui va traiter d'interface utilisateur. En effet, jusqu'à présent, on utilisait la console pour que l'utilisateur puisse aussi bien saisir des informations, mais surtout pour que l'application puisse lui en afficher. Seulement, dans la réalité, il y a bien un intermède graphique supplémentaire composé d'images, de champs, de boutons qui permettront, une fois enclenchés, d'appeler telle ou telle fonction présente dans la partie logique de l'application. Alors justement, dans cette vidéo, je vais utiliser un module qui se nomme Tkinter, qui est l'un des plus simples à prendre en main pour concevoir sa première interface graphique en Python. Bien, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. La première des choses à faire pour créer une interface graphique, c'est d'avoir un support sur lequel on va placer nos différents éléments. Par exemple, une fenêtre. Alors, comment créer une fenêtre grâce à Tkinter? Eh bien justement, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord, comme on va utiliser le module Tkinter, il va falloir l'importer. Donc on va dire, depuis le module Tkinter, tu vas venir m'importer l'ensemble des éléments avec la petite étoile. Donc je vais sauter de ligne et ici on va venir créer une première fenêtre. Ça va être la fenêtre principale de notre application. Alors comment va-t-on faire cela? Eh bien c'est très simple. On va venir créer une nouvelle variable qui va stocker l'instance de la fenêtre qu'on va créer. Alors on va lui donner un nom qui va être un peu explicite. Vous pouvez l'appeler par exemple root qui correspond à la fenêtre qui sera à la racine de tous les éléments. Ou alors on peut l'appeler master ou même encore plus simplement window. Je vais affecter cette variable à l'instance d'un nouvel objet tk qui permet de créer une nouvelle fenêtre grâce à Tkinter, tout simplement. Et maintenant qu'on a créé la fenêtre, il faut bien évidemment l'afficher dans la boucle principale de l'application. On va tout simplement dire que window va venir actionner la méthode mainLoop, comme ceci. Je vais faire un clic droit sur app, run app, et donc là la fenêtre vient d'apparaître. Je peux tout à fait venir la redimensionner en X, en Y, également la réduire, la mettre en plein écran, la fermer, etc. comme une fenêtre standard. Seulement, la problématique qu'on a là, c'est que c'est la fenêtre par défaut que propose Tkinter. Donc on va pouvoir commencer par changer un petit peu tout ça. Donc tout d'abord, le titre de la fenêtre va pouvoir être modifié grâce à window.title, qui va prendre en paramètre un argument du texte qui va être le nom de la fenêtre. Je vais appeler par exemple My Application. Ensuite, je saute une ligne et on va changer les dimensions de cette fenêtre. Donc on va faire window.geometry et pareil, ça va être un argument du texte. Par exemple, je peux faire que ma fenêtre fasse par défaut 300 pixels par 300. Donc je vais écrire 300 x 300. Dans ce cas, si j'arrête le programme et que je le relance, la fenêtre aura désormais une taille fixe par défaut. Je vais pouvoir créer une deuxième fenêtre qui fait par exemple 480p par 360. Et si je lance ceci, je vais avoir une fenêtre un peu plus grande. De même, si je veux mettre une fenêtre encore plus grande qui va être en HD, je vais naturellement mettre ici 1080 pixels en largeur par 720, qui va me donner cette taille d'écran, comme ceci. Alors bien évidemment, toutes ces fenêtres que je viens de créer ici ont une taille définie par défaut, mais l'utilisateur peut tout à fait les redimensionner à sa guise et écraser le contenu à l'intérieur. De ce fait, il est plus judicieux de mettre une taille minimum et une taille maximum pour chacune de ces fenêtres. Donc pour ce faire, on va définir que notre fenêtre va porter une taille minimum en X de 480 et en Y de 360. Donc je vais arrêter toutes ces fenêtres. Et si maintenant je lance le programme, ma fenêtre est toujours de la même taille, mais sa taille minimum ne pourra pas dépasser 480 pixels de largeur par 360. Donc ça fonctionne parfaitement. Maintenant, comment va-t-on changer la petite icône présente ici? On va venir ajouter ici une nouvelle ressource. Donc pour ce faire, vous prenez l'image de votre choix. Par exemple, j'ai mon logo ici en PNG et je vais devoir le convertir avec un site de conversion en ICO. Donc ici, vous tapez PNG to ICO
et vous tombez sur un convertisseur en ligne, donc très facile à générer. Comme ceci. Je vais venir ici la glisser dans mon projet en faisant ici OK. Je valide à nouveau et donc là l'image vient de s'ajouter à ce niveau-là. Donc si je retourne dans App, pour l'ajouter en tant qu'icône de la fenêtre, il me suffira de faire un coup de Window.IconBitmap et on va mettre entre parenthèses, entre guillemets, pour mettre du texte, le chemin permettant d'accéder à ce logo. Donc ici on va mettre naturellement logo.ico étant donné qu'il se trouve au même emplacement que mon script. Donc j'éteins ceci, je relance le programme et donc là on a bien ici mon logo qui s'est ajouté. Donc ça fonctionne parfaitement. Dernière petite chose, on va changer la couleur de fond présente par défaut sur la fenêtre, donc le gris, en mettant une couleur un petit peu plus vive qui va être encore mieux. Donc pour ce faire, je vais ici rajouter encore une fois sur ma fenêtre une propriété qui va être ici de configurer un composant spécifique qui va être le fond, donc ici background, et je vais mettre un petit égal et mettre ici des apostrophes pour mettre la couleur que je souhaite mettre en fond. Alors vous pouvez très bien utiliser des couleurs standards comme par exemple le rouge, le bleu, le jaune, etc. etc. Mais ces couleurs sont vraiment très flash et je ne vous les recommande pas du tout. Ce qui serait plus judicieux, c'est de choisir votre propre couleur avec le code hexadécimal que vous retrouvez sur internet. À ce niveau-là, vous choisissez la couleur de votre choix et il vous suffira de récupérer ce petit code juste ici. Donc pour ma part, je vais utiliser le 41B77F. Comme ceci. Donc si maintenant je relance le programme, on a ce résultat, une fenêtre en vert clair. Bien, on en a fini avec la personnalisation de la fenêtre. Maintenant ce que je vous propose de faire, ça va être de rajouter un premier composant graphique, par exemple un texte. Pour ce faire, on va revenir dans notre code et ici je vais ajouter un premier texte. On va commencer par créer une nouvelle variable qui va porter ce composant. Donc je vais l'appeler par exemple label underscore title et je vais affecter cette nouvelle variable à une instance de l'objet label qui est donc Tekinter et qui permet de créer du texte. Donc il nous propose différents composants. Donc tout d'abord, je vais devoir dire à quel endroit je souhaite injecter ce texte. Étant donné que j'ai créé une fenêtre, eh bien je vais le mettre sur la fenêtre. C'est tout à fait normal. Cette fenêtre porte le nom window en tant que variable, donc je vais mettre ici window. Donc ça c'est la première étape, on choisit l'emplacement où va être injecté notre composant. Ensuite, je vais rajouter une virgule et je vais lui donner une propriété texte qui va être égale à ici, bienvenue sur l'application. Comme ceci. Donc ça, c'est la première étape, on crée un nouveau composant. Maintenant, pour l'afficher, il va falloir faire simplement labelTitle.pack pour l'empacter dans cette fenêtre. Voilà, très simple à ce niveau-là. Si je relance le programme, on a bien mon texte qui s'est ajouté. Alors bien évidemment, il est un petit peu petit, on aimerait qu'il ait une autre couleur de fond et de texte, donc il va falloir personnaliser un petit peu tout ça. Juste après avoir choisi ici le texte que l'on souhaite mettre, on va pouvoir ajouter d'autres propriétés. Donc la première, ça va être pour changer la police. Donc je vais mettre ici font égale, entre parenthèses, entre guillemets, on va donner le nom de la police d'écriture que l'on souhaite donner. Alors vous en trouvez pas mal sur internet. Vous avez par exemple Arial, vous avez Helvetica ou alors Courrier par exemple. Donc ça, c'est le premier argument pour choisir quel fond on va utiliser. Et le deuxième, ça va être la taille du texte. Donc par exemple, je vais mettre 40 pixels. Je lance le programme et donc là on peut voir que le texte a bien changé de police d'écriture et de taille. Donc ça fonctionne parfaitement, mais la couleur n'est toujours pas bonne. Donc pour changer la couleur d'arrière-plan, on va rajouter une nouvelle propriété qui s'appelle BG pour background et je vais mettre ici entre apostrophes le code couleur exactement comme on l'avait mis pour l'arrière-plan de la fenêtre. Donc je vais coller ceci et je vais rajouter ici une énième propriété qui va être le foreground. Donc ça va être la couleur du texte qui va être en blanc comme ceci. Donc je vais tout de suite relancer le programme. Et donc là, on peut voir que le résultat est correct. On a les couleurs qu'on vient d'associer. Super. Mais là, vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça, mais comment centrer ce texte au milieu de la fenêtre? Eh bien justement, quand on va empacter notre composant graphique, on va pouvoir donner d'autres propriétés qui sont propres à l'emplacement et à la position du composant en question.
Par exemple, je peux faire que ce composant penche à gauche en faisant ici side et en lui donnant comme valeur left. Si je lance ce programme, ce composant penche bien à gauche. Pareil, je peux très bien le mettre en bas et dans ces cas-là, on a ce résultat. Donc vous pouvez jouer ici sur ce type de paramètres, mais ce qui est intéressant, c'est de lui faire prendre l'entièreté de la place en lui donnant une expansion qui va être vraie. Yes. Donc je vais fermer toutes ces fenêtres et je lance ce programme. Et donc là, le résultat est correct. Et même si je modifie la taille de la fenêtre, le texte sera toujours au centre de cette dernière. Super. Bien. Alors, comment allons-nous ajouter un second texte sur notre fenêtre? Eh bien, c'est très simple. Je vais repartir du premier titre, le dupliquer et on va venir modifier un peu tout ça. Donc tout d'abord, étant donné que c'est un sous-titre, je vais l'appeler label subtitle, comme ceci. Donc ici, ce texte sera toujours injecté dans la fenêtre principale. Ensuite, le texte, on va venir un petit peu le changer en mettant « Hey, salut à tous, c'est Graven ». Ensuite, la police d'écriture, toujours courrier. Et on va ici réduire un petit peu la taille du texte en mettant 25 pour un sous-titre. Et le reste, pas besoin de le changer. Super. Vous avez créé un second composant. Donc je vais relancer la fenêtre. Et donc là, on peut voir que j'ai bien mon titre et mon sous-titre. Donc ça fonctionne parfaitement. Mais là, vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça, mais là, nos deux textes ne sont pas centrés au milieu de la fenêtre. Effectivement, chacun d'entre eux a une fonction d'expansion qui permet de prendre autant de place que nécessaire pour essayer de rentrer à peu près les deux textes dans la fenêtre. Mais ce n'est pas forcément la méthode la plus correcte. Ce qu'on va devoir faire, c'est créer ce qu'on appelle une frame. C'est comme une sorte de boîte dans laquelle on va placer nos éléments et on va pouvoir dire à cette boîte, tu vas te mettre au centre de la fenêtre. Comme ça, c'est plus simple pour nous. Alors, comment créer cette frame, cette fameuse boîte? Eh bien, c'est très simple. Avant de créer nos deux composants textuels, on va ici créer la boîte. Et là, on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler frame et qui sera égale à une nouvelle instance de l'objet frame de TechInter. Donc là, comme pour les textes, on va devoir préciser l'endroit où sera placée cette frame. Donc nous, ce sera dans Window, qui est la fenêtre principale. Et on va rajouter une propriété BG, comme tout à l'heure, pour changer la couleur de fond de vert. Et je vais la placer juste ici. Donc maintenant qu'on a fait ça, au lieu de créer le label dans la fenêtre, eh bien je vais le mettre dans ma boîte. Pareil pour le second texte, dans la boîte. Et donc maintenant, il ne restera plus qu'à l'ajouter, l'empacter en faisant naturellement un frame.pack, exactement comme tout à l'heure. Et ici, c'est là où on va mettre la fonction d'expansion pour centrer la boîte cette fois-ci. Donc plus besoin ici de le préciser à ce niveau-là. Parfait. Donc on va tester ça de suite, je lance le programme. Et donc là, on peut voir que nos deux composants textuels sont désormais au même endroit dans la même boîte et ils sont tous les deux centrés correctement. Alors, vous allez me dire, mais elle est où ta fameuse boîte, ta fameuse frame? Eh bien là, elle est cachée, mais vous pouvez très bien mettre des bordures si vous voulez la voir visuellement. Ça peut vous aider à bien comprendre cette notion de frame. Donc pour afficher cette fameuse boîte, on va tout simplement rajouter une propriété qui va être BD pour border, donc la bordure qui va avoir une taille de 1, et une seconde propriété pour avoir un relief, pour distinguer ça du fond. Donc je vais mettre ici relief égale sunken. Et si maintenant je lance le programme, on peut voir qu'on a bien cette fameuse boîte qui est affichée. Donc si je mettais le sous-titre à l'extérieur, vous verrez que le texte n'est plus dans cette fameuse boîte et donc n'est plus centré. Ok, on va effacer tout ça. Je vais enlever la bordure et là, on est bon. Bien, on en a fini avec les textes, maintenant vous savez comment afficher des informations sur l'écran de l'utilisateur, mais nous on aimerait bien interagir avec cette interface graphique, d'où l'intérêt de commencer à voir la notion de bouton. Alors, comment rajouter un bouton? Eh bien c'est très simple, on a quasiment déjà tout vu. Donc vous allez revenir sur votre petit script, et juste après avoir ajouté le texte, on va venir ajouter un premier bouton, qui va me permettre de me rediriger vers ma chaîne YouTube. Donc ici, je vais l'appeler par exemple YT Button et ce sera égal à une nouvelle instance du composant Button. Donc le même principe, on va dire l'endroit où on veut placer ce bouton. Donc ça va être dans notre fameuse boîte frame. Ensuite, je vais lui mettre un texte qui va être par exemple ouvrir YouTube. On rajoute une virgule. Là, je vais mettre les mêmes propriétés de couleur, comme ceci.
Sauf que j'aimerais bien inverser la couleur de fond du bouton en mettant ici du blanc et faire que le texte soit cette fois-ci en vert pour avoir un effet un peu plus sympa. Donc maintenant que j'ai créé le bouton, je vais simplement faire comme tout à l'heure, ytbutton.pack, comme ceci. Donc c'est parti, on va tester ça. Et là, regardez, on a créé notre premier bouton. Donc vous voyez que maintenant que vous avez géré un petit peu les propriétés, c'est très simple de rajouter un nouveau composant. Alors bien évidemment, vous pouvez le personnaliser un petit peu plus que ça, en rajoutant un peu de marge par exemple au-dessus. Dans ces cas-là, lorsque vous allez l'empacter, vous allez donner la consigne de donner un padding, donc c'est-à-dire une marge en Y, au-dessus du bouton. Et je vais rajouter une énième propriété qui va être un remplissage en X. Ça va nous permettre que le bouton prenne toute la largeur disponible en X. Alors je vais réduire un petit peu la taille de la fenêtre pour avoir un truc qui rend un peu mieux, en mettant 720 par 480, et comme ça on va avoir un résultat de la sorte. Ok, on en a fini avec la partie design de notre fenêtre. Maintenant il va falloir attaquer l'aspect logique. Comment faire pour que lorsqu'on clique sur le bouton ouvrir YouTube, ça déclenche une page web avec ma chaîne YouTube. Alors on va commencer par importer ici un nouveau module qui se nomme WebBrowser, qui permet d'ouvrir des pages internet et de faire tout un tas de choses par rapport à ça. Ensuite, je saute de ligne et ici, je vais créer une fonction qui va s'appeler OpenGravenChannel, comme ceci, et qui va simplement faire WebBrowser.OpenNew et il me restera plus qu'à mettre entre guillemets l'adresse URL de ma chaîne YouTube. Donc http youtube.com/gravenilvec-tuto. Comme ceci. Donc là, il y a quelques erreurs ici de PEP8. Je vais faire un clic droit sur le composant, Alt, Entrée, Reformat File, et là, on va avoir quelque chose de la sorte. Maintenant, comment faire pour la déclencher une fois que l'utilisateur clique sur ce fameux bouton? Eh bien, c'est très simple, on va rajouter une énième propriété command qui va être égale à la fonction à appeler OpenGravenChannel sans les parenthèses, et on a ça. Donc je vais fermer ceci, je relance. Et donc à partir de maintenant, je clique sur le bouton ouvrir YouTube, ça m'ouvre bien le navigateur internet et ça démarre la bonne adresse qui redirige vers ma chaîne YouTube. Ah, bien, salut à tous, c'est Graven. Parfait, on en a fini avec cette première grande partie. Je vous propose maintenant d'en attaquer une seconde avec un autre exemple, un générateur de mots de passe. Donc, attaquons tout de suite le développement. Vous allez commencer par créer ici un nouveau fichier Python qui va s'appeler password_generator. On fait OK et donc là, on est bon. Donc comme tout à l'heure, la première étape, ça va être d'importer les composants propres à Tkinter afin de pouvoir s'en servir par la suite. Donc on va récupérer Tkinter et on va dire tu vas m'importer l'ensemble des éléments à l'intérieur, donc avec la petite étoile. Ensuite, on va faire la création de la fenêtre. Donc je crée une nouvelle variable window qui va être affectée à une nouvelle instance de TK pour créer une fenêtre. Un peu plus bas, on va désigner le titre de cette fenêtre. Donc je vais mettre ici générateur de mots de passe. Ensuite, on va choisir la taille, window.geometry, et on va choisir, comme tout à l'heure, une taille de 720 pixels par 480. Également, au niveau de la petite icône présente sur la fenêtre, on va réutiliser ce qu'on a importé tout à l'heure en faisant window.iconBitmap et en mettant ici notre logo.ico. Et enfin, pour finir, on va changer la couleur de fond de notre fenêtre en faisant window.config et en changeant la propriété background qui est l'arrière-plan avec la couleur de notre choix. Donc dans mon cas, j'ai choisi un vert bleu clair sur internet qui porte le code hexadécimal 4065 A4, comme ceci. On va tout de suite tenter d'afficher la fenêtre pour voir si le résultat nous convient. Donc je vais faire ici window.mainloop. Parfait. Donc on va pouvoir déjà tester ça. Je vais ici faire un clic droit sur le password generator, run password generator. Et donc là on peut voir que ça fonctionne parfaitement. On retrouve bien la bonne icône, le bon titre, les bonnes dimensions ainsi que la bonne couleur d'arrière-plan. Maintenant, la première question qu'on est en droit de se poser, c'est quel va être le premier composant que nous allons placer sur ce fameux générateur. Alors par exemple, à notre gauche, on pourrait mettre une image pour représenter le mécanisme du générateur.
Tandis qu'à la droite, on mettra l'ensemble des composants, les titres, les boutons, etc. etc. Alors, comment va-t-on rajouter cette image? Eh bien tout d'abord, il faut en choisir une et l'importer dans notre projet. Donc moi j'ai choisi cette image sur le site flaticon.com, qui est une banque de ressources en ligne où vous avez des icônes gratuites et payantes. Je m'en sers pour mes vidéos, mais aussi pour le développement, pour mettre sur des applications mobiles par exemple. Donc il vous suffit d'en choisir une et de venir la glisser dans votre projet, comme ceci. On fait OK et on fait OK. Ensuite, la deuxième étape, ça va être ici de rajouter une section création d'images où nous allons mettre donc les instructions pour générer ce qu'on appelle un canevas. C'est tout simplement une zone dans laquelle on va dessiner l'image qui aura une certaine taille et certaines propriétés. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est choisir les dimensions de cette image. Donc moi, en largeur, donc WDTH, ce sera égal à 300 pixels. Et ensuite la hauteur, height, qui sera égale également à 300. Je saute une ligne, ensuite je vais créer une variable qui va permettre de générer cette image à partir de la source que je viens d'importer. Donc là on va faire une nouvelle variable image qui sera égale à une nouvelle instance de l'objet photoimage de Tkinter. Donc j'importe ceci et entre parenthèses je vais mettre ici le nom du fichier qui sera égal ici à ce qu'on a mis là, donc password underscore onboarding.png comme ceci. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est juste après avoir créé cette image, de rajouter une petite méthode par-dessus, un point zoom, où vous allez commencer à personnaliser la taille et les dimensions de votre image en zoomant ou en dézoomant dans cette dernière. Donc moi par exemple, j'ai choisi comme taille de zoom 35, point subsample, qui va nous permettre de désigner un pattern. Donc pour l'instant, j'ai laissé 32. Après, libre à vous de jouer avec ces deux paramètres pour avoir une image plus ou moins grande. D'accord ? Ok, donc maintenant qu'on a chargé cette petite image, je vous propose de créer un peu plus bas une nouvelle variable que je vais appeler canvas et qui va être égale à une nouvelle instance de l'objet canvas de Tkinter également. Alors qu'est-ce qu'un canvas ou un canvas? C'est tout simplement un espace où on va pouvoir dessiner des composants graphiques. Ça peut être du texte, des images ou alors des formes comme des rectangles, des triangles. C'est vraiment un espace dédié à la création graphique. Donc dans cet espace, on va devoir préciser différents paramètres et le premier, comme les boutons et les labels qu'on a vus précédemment, ça va être l'endroit où on souhaite placer ce composant. Donc dans notre cas, le composant principal c'est Window, la fenêtre, donc on va placer ce composant dans Window. Le second, ça va être bien sûr la largeur de cet espace de création. Donc dans notre cas, ce sera égal à ce qu'on a défini ici comme variable, donc WDTH. Pareil pour la hauteur, on va mettre ici height qui sera égal à height. Et enfin pour finir, on va rajouter une énième propriété BG pour changer le background, donc l'arrière-plan, en mettant ici la même couleur qu'on a définie pour le fond, qui est juste ici, afin d'éviter d'avoir la couleur grise du canvas par défaut, qui va être vraiment pas très joli à regarder, donc autant mettre notre propre couleur. Parfait, donc maintenant que j'ai créé cet espace de dessin, on va créer notre image à l'intérieur. Pour ça, rien de très compliqué, je saute une ligne à nouveau, et je vais faire canvas.create. Et regardez, il me propose tout un tas de possibilités. Donc comme je vous ai dit, il y a des lignes, des ovales, des rectangles, des polygones, etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est Create Image. Donc entre parenthèses, on va placer différents arguments. Tout d'abord, on va devoir choisir le point en largeur et en hauteur qui va concerner le centre de cette image. Donc pour récupérer ce centre, il suffit de récupérer la valeur de la largeur, WDTH, et le diviser par 2. On rajoute une virgule, on va faire pareil pour la hauteur, height divisé par 2. Et enfin, le dernier argument, ce sera ici notre fameuse image qu'on a importée un peu plus haut à ce niveau-là. Donc ici, image. Parfait. Et maintenant, comme tout bon composant qui se respecte, on va faire un coup de canvas.pack pour impacter cela dans notre fenêtre, puisque c'est là où on a choisi de l'injecter. Et je vais mettre ceci au centre de l'écran en venant choisir une propriété d'expansion au maximum. Donc on va tester ceci, je vais arrêter le programme courant et je le relance. Et donc là, on a bien notre image qui s'est générée au centre de l'écran. Donc ça fonctionne parfaitement. Alors comme vous le voyez à l'écran actuellement, on a une petite bordure blanche qui s'est rajoutée autour de notre image. Alors dans la réalité, elle est autour du canvas, donc de l'espace où on a dessiné et non de l'image. Mais on peut très bien la retirer. Sur le composant canvas, on va venir ajouter deux propriétés. Donc la première propriété, ça va être BD pour bordure égale à 0. Et la seconde va être highlight thickness
qui sera égal à 0 également. Donc si je relance le script, on peut voir que ça fonctionne parfaitement, il n'y a plus les bordures. Super. Maintenant qu'on a créé cette image, qu'allons-nous rajouter pour que ce soit un vrai générateur, puisque là c'est juste une image sur une fenêtre? Eh bien on va mettre un titre pour rappeler le contexte, on va mettre également un champ dans lequel sera généré le mot de passe pour que l'utilisateur puisse le copier-coller, et enfin un bouton pour faire l'action de générer le mot de passe. D'accord? Comme on l'a vu tout à l'heure, on va devoir utiliser les frames et les boîtes, puisque là notre image prend toute la place, donc déjà il faut la mettre dans une boîte à part. Donc là je crée la frame principale, donc on va faire ici frame qui sera égal à une nouvelle instance de frame et qui va être placée dans la fenêtre principale, window. Je vais également lui rajouter la propriété BG, toujours pareil, pour lui mettre une couleur de fond. Donc je vais prendre ici la même couleur et l'injecter à ce niveau-là. Alors une fois que j'ai fait ça, bien évidemment, le canvas que j'ai ici ne va plus se générer dans la fenêtre principale, mais dans la frame que je viens de créer juste là. Donc ici on met frame. Parfait. Ici je n'aurai plus besoin d'expand yes puisque ce sera fait sur la boîte et non plus sur le composant. Et donc juste après, on va ici afficher la frame. Donc on va faire un coup de frame.pack et c'est elle qui va être expand en yes. On va rajouter un deuxième composant. Donc ici je vais créer par exemple un titre. Donc pour créer le titre, comme on l'a vu tout à l'heure, on va commencer par créer une nouvelle variable label title qui va être égale à une nouvelle instance de l'objet label de Tkinter. Donc comme on a vu précédemment, on va commencer par mettre la fameuse boîte frame. Ensuite on va mettre le texte en question. Donc ça va être par exemple mot de passe. Ensuite, on continue avec la police d'écriture et la taille. Donc font égale, entre parenthèses, je vais utiliser le Helvetica avec une taille de 20. Donc la couleur de l'arrière-plan BG, ça va être le fameux bleu clair qu'on utilise tout le temps. Donc je peux le coller à ce niveau-là. Et enfin, la couleur du texte, foreground, qui va être en blanc. Et enfin, il me restera plus qu'à faire un coup de labeltitle.pack pour venir l'injecter dans cette frame, donc dans cette boîte que j'ai créée au préalable. Donc on va tester ça, je relance le script et on a bien notre image avec le titre en dessous. Mais là vous allez me dire, ok Graven c'est bien beau tout ça, mais comment faire pour que l'image soit à gauche de l'écran et le titre à droite, pour vraiment avoir une partie scindée en deux morceaux pour que ce soit plus agréable. Au lieu ici d'utiliser le point pack sur nos deux composants étant dans la même boîte, eh bien, il va falloir utiliser un système de grillage. Donc ici, au lieu d'utiliser le point pack, je vais utiliser le point grid. Entre parenthèses, je vais mettre trois arguments. Le premier, row, ce sera le numéro de la ligne. Donc les deux seront sur la même ligne, donc 0. Pareil ici, point grid, row égale 0. Ensuite, le deuxième argument, ce sera la column, qui va être la colonne. Donc notre image sera sur la première ligne de la première colonne, donc 0 ici. Tandis que la deuxième, comme elle est à côté, ce sera la colonne juste après, column égale 1. Donc on a ces deux arguments, maintenant ils seront vraiment côte à côte, mais c'est pas tout. Il faut rajouter ici un énième argument, sticky, qui va permettre de choisir où l'image va être placée par rapport à l'est, au nord, etc. Donc nous ce sera ouest, et pareil pour le second, sticky égale ouest. Donc à partir de maintenant, si je lance le script, j'ai bien mon image à gauche et mon titre à droite, donc ça fonctionne parfaitement. Maintenant, vous posez sûrement la question de comment on va mettre d'autres composants en dessous de ce fameux titre, étant donné qu'on a défini explicitement que c'était une grille, donc forcément on se limite à certaines choses. Donc c'est très simple, avant de créer ici le titre, on va créer une sous-boîte qui sera placée à la droite de l'écran. Donc je saute une ligne, on va ici créer donc une variable rightFrame qui sera égale à une nouvelle instance de l'objet frame. Entre parenthèses, l'élément parent, ce sera la boîte d'au-dessus, donc frame. On va mettre la couleur d'arrière-plan, donc BG comme d'habitude, comme ceci. Ensuite, quand on va créer ce fameux titre, on va plus le placer dans la frame générale, mais dans la frame à droite. Donc ici, on va pouvoir l'empacter, labeltitle.pack. Et maintenant, au lieu de faire le fameux coup de grillage sur le composant textuel, donc le titre, on va le faire directement sur cette frame. Et dans ces cas-là, ici, on place la sous-boîte à droite de la frame principale. Et on va créer ici un second composant. Donc je vais me baser sur le premier pour pouvoir aller un peu plus vite en le dupliquant. Et ce sera ici non pas un titre, mais un champ.
une entrée, un input. Tous ces termes désignent tout simplement un espace dans lequel l'utilisateur va pouvoir inscrire du texte. Vous en avez partout autour de vous. Par exemple, lorsque vous vous inscrivez sur un site internet, vous remplissez un formulaire qui comporte différents champs pour l'email, le mot de passe, votre nom, votre prénom, etc. Et là, c'est le même mécanisme. Alors dans notre cas, la différence, c'est juste qu'on va s'en servir pour injecter le mot de passe généré pour que l'utilisateur puisse le copier-coller, chose qu'on ne peut pas faire avec un label. D'accord ? Donc ça, je vais le renommer en password_entry, password_entry, et ce sera plus un label, mais une entry. Donc toujours placé dans notre sous-boîte. Ici, il n'y aura pas de texte, mais on garde les autres propriétés standards. Donc je relance le script, et regardez, on a bien ici un champ où on peut écrire du texte, et c'est là où le mot de passe sera généré, tout simplement. Donc bien sûr, il nous manque un dernier composant graphique juste en dessous, qui est bien sûr le bouton pour générer ce mot de passe. Donc je retourne à nouveau dans mon code et on va rajouter le troisième et dernier composant. Donc je vais me baser ici sur le titre, je vais venir le dupliquer à nouveau et on va créer ici un bouton. Donc ici on va l'appeler generate_password_button. On va venir dupliquer ça pour l'empacter. Et ce sera plus un label mais un button. Et bien sûr il faudra changer le texte en mettant générer comme ceci. Donc je vais relancer le script et regardez, j'ai bien mon bouton qui s'est rajouté. Donc ça fonctionne parfaitement. Vous pouvez faire qu'il prend toute la place de la boîte. Il vous suffit de mettre la propriété fill qui va permettre de remplir par rapport à l'axe des abscisses, donc en X. Ce qui va nous donner un résultat plutôt intéressant. Regardez, je relance et là le bouton prend toute la place nécessaire. Donc là, on commence à avoir un résultat plutôt intéressant. Maintenant, il va falloir faire la petite partie logique de l'application, vraiment très simpliste. On va faire que lorsque l'utilisateur clique sur générer, ça déclenche une fonction de génération de mot de passe. On récupère la chaîne et on va venir la placer dans ce petit champ pour que l'utilisateur puisse le récupérer en copiant. Donc je vais faire ici un def generate_password. Comme ceci. Donc à ce niveau-là, on va créer plusieurs variables. La première, ça va être la taille minimum du password. Donc là, je vais mettre password_min égale 6 par exemple. Ensuite, la seconde, password_max qui sera égal par exemple à 12 caractères. Et à partir de maintenant, c'est là que ça devient intéressant puisque je vais pouvoir choisir quels sont les caractères autorisés ou non pour cette génération. Est-ce qu'on a le droit au arrobase, au point d'exclamation, aux chiffres, aux lettres, etc., etc. Donc pour ce faire, avant de mettre une variable allchar qui va permettre de stocker tout ça, je vais ici importer un peu plus haut un composant qui est le module string de Python qui est présent par défaut. Donc je vais ensuite affecter ça à un ensemble de possibilités. Donc ici la première c'est string.ASCII_letter pour avoir toutes les valeurs de la table ASCII, donc les A, B, C, D, etc. en majuscules et en minuscules, plus string.ponctuation. Donc si vous faites un contrôle et que vous cliquez dessus, ça vous affiche les caractères associés, plus string.digit pour avoir les chiffres. Et donc maintenant que j'ai défini ces trois variables, je vais créer ici une boucle for x in range et l'intervalle que je vais donner, ce sera un nombre au hasard en faisant roundInt parmi la taille de password minimum et la taille de password maximum. Donc le roundInt permet de choisir une valeur au hasard entre le minimum et le maximum que j'ai donné, sachant qu'elle appartient également à un module de Python. Donc si vous faites Alt, Entrée, elle vous propose d'importer random.roundInt, donc random permettant de faire des choses au hasard sous Python. Et qu'est-ce qu'on va faire à chaque tour de boucle? On va choisir une valeur grâce à la fonction choice de random, donc je vais venir la rajouter, un caractère parmi la liste que j'ai définie, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on va faire à chaque tour de boucle? Alors bien évidemment, là, ça va nous retourner les caractères un par un, mais pour vraiment construire cette chaîne sous la forme d'une variable, il suffit de faire ici password égale, je vais mettre le choice à ce niveau-là, on supprime les points à la fin et on va joindre chaque caractère en faisant .join et il nous restera plus qu'à englober tout notre code. Et à partir de maintenant, on a bien généré le mot de passe en une seule ligne. Et donc maintenant, comment faire pour afficher le mot de passe généré à l'utilisateur dans ce fameux champ? Eh bien, il nous suffit simplement de récupérer password_entry qu'on a créé un peu plus bas et on va faire un point delete à la position 0 jusqu'à la fin pour nettoyer le champ puisqu'il se peut qu'il y ait déjà des caractères dessus. Et après, password_entry.insert
à la position 0 également le fameux password, comme ceci. Donc là, on est bon et maintenant il nous suffit simplement d'appeler la fonction GeneratePassword lorsque l'utilisateur clique sur le bouton associé. Donc on va rajouter à la fin une nouvelle propriété commande qui sera égale à GeneratePassword. Parfait. Donc on va tester ça, je relance le script. Et si maintenant je clique sur générer, regardez, j'ai bien le mot de passe qui se génère. Je reclique, un autre mot de passe, je reclique, un autre mot de passe. Donc ça fonctionne parfaitement et vous voyez qu'à chaque fois j'ai minimum 6 caractères et au maximum 12. Donc ça fonctionne parfaitement. Alors dernière petite chose avant de se quitter. J'aimerais vous montrer comment rajouter un petit menu de navigation en haut de notre fenêtre pour ajouter quelques actions personnalisées en plus pour faciliter l'utilisation de notre interface graphique. Pour ce faire, vous allez revenir dans votre code et on va ici s'occuper de la création d'une barre de menu. Donc ça va être un espace où on va ranger plusieurs menus. Par exemple, ici sur PyCharm, on a une barre de menu avec un menu file, un menu edit, etc., etc. Et dans chaque menu, on a différentes commandes. D'accord? Donc pour créer une barre de menu avec Tkinter, c'est très simple. On va ici créer une nouvelle variable menu underscore bar qui sera égale à une nouvelle instance de l'objet menu de Tkinter. Et entre parenthèses, on va mettre quelle est la fenêtre principale. Donc dans notre cas, c'est Window. On saute une ligne. Ici, on va créer un premier menu. Donc nous, on va en faire qu'un seul, un fichier. Donc là, je vais écrire file underscore menu pour le nom de la variable. Et ce sera égal à une nouvelle instance de menu également. Mais cette fois-ci, ce menu sera dans la barre de menu. Donc ici, on mettra comme élément parent menu bar puisqu'il est à l'intérieur. Je vais également rajouter une petite propriété tire off à 0 pour éviter d'avoir des petits tirets un petit peu dégoûtants sur cette fonctionnalité. Ensuite, sur ce file menu, je vais pouvoir ajouter ici des commandes en donnant un label. Par exemple, je vais mettre ici nouveau. Donc ça, on peut imaginer que ça crée un nouveau mot de passe sur l'application. Et on va rajouter la commande associée, donc celle qui va faire l'action. Et dans notre cas, c'est GeneratePassword qu'elle appelle. Je saute une ligne, on va rajouter ici une seconde commande, add command. Et là, je vais faire un truc pour fermer le logiciel. Donc label égale, on va mettre quitter. Et la commande, donc pour fermer la fenêtre, ce sera window.quit, comme ceci. Donc maintenant qu'on a défini les commandes de ce menu, il ne nous restera plus qu'à l'ajouter en cascade dans la barre en faisant menu bar.add cascade. On va lui donner un nom, donc là je vais l'appeler par exemple fichier. Et ici on va devoir préciser le menu qu'on souhaite rajouter, donc nous c'est file menu, donc ici on va le mettre à ce niveau-là. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir configurer notre fenêtre pour ajouter cette menu bar en faisant un coup de window.config et entre parenthèses, on va mettre donc menu égale menu bar, comme ceci. Donc là, je ferme ceci, je lance le script et regardez, on a notre file menu à ce niveau-là et si je clique dessus, on a nouveau et quitté. Donc si je fais nouveau, ça génère le mot de passe comme ceci. Regardez, ça appelle bien la fonction et si je fais quitter, ça ferme le logiciel. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités avec Tkinter. On risque de voir d'autres choses par la suite. Mais pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai la documentation complète en description. Et également la version de ce code et de l'autre code en mode objet, en mode structuré. Puisque là, on est sur un style très procédural, mais avec le mode objet qu'on a vu dans l'épisode 7, on peut vraiment mieux partitionner le code. Donc je vous invite à la regarder, vous verrez que c'est encore plus lisible et encore plus propre, puisque lorsque vous allez arriver sur des grosses interfaces graphiques, vous risquez de vous y perdre en restant sur cette méthode standard. Sur ce, comme à chaque fin de vidéo, je vous propose maintenant un petit travail pratique à faire pour la prochaine fois. Donc aujourd'hui, ce sera un petit cookie clicker. Donc vous allez créer une fenêtre avec un cookie au centre de l'écran. Donc des images de cookies, vous en trouvez facilement sur Google en PNG. Ensuite, vous allez créer un compteur lorsqu'on clique dessus ou avec un bouton en dessous, comme vous voulez. Et pour les plus courageux d'entre vous, vous allez tenter de faire une petite boutique qui permet, lorsqu'on vend des cookies, d'aller plus vite ou alors de changer l'image, comme vous voulez, etc. Le but est de jouer et de pratiquer cette notion pour que vous puissiez vous en servir facilement. Vous aurez bien sûr le corrigé du TP ainsi qu'un petit quiz en description pour vous entraîner sur tout ce qu'on a vu
aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été assez complète pour vous. Elle m'a pris près de 3 semaines, dont 2 semaines d'écriture et 4 jours de tournage. Donc j'espère qu'elle vous aura vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à la commenter. Sur ce, c'était Graven. Ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.